OK, on va considérer la diffusion phi-phi en phi-phi avec le temps vers la droite. Voici le diagramme de Feynman le plus simple. Les particules initiales ici et les particules finales sont ici. Et voici l'expression analytique qui correspond à ce diagramme. Bien sûr que ça, c'est juste la première approximation à l'amplitude de Feynman et il faut ajouter des corrections radiatives. Ça a l'air que c'est petit, cette construction-là, parce qu'il y a 4 facteurs de la constante de couplage, mais en fait, l'intégrale, ce qui est difficile en théorie des champs, c'est que l'intégrale est divergente. Divergente parce qu'il y a 4 facteurs de Q dans le dénominateur et 4 dans le numérateur, donc bien sûr, ça diverge de façon logarithmique. Pour faire du sens de cette expression, ce qu'il faut faire, c'est de premièrement évaluer l'intégrale avec une procédure d'euclidianisation. Et puis, il faut faire ce qui est plus compliqué, c'est la régularisation. Il faut rendre l'intégrale finie par la régularisation. La meilleure façon de régulariser l'intégrale, c'est la régularisation dimensionnelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on change la dimension de l'espace-temps de 4 à une dimension arbitraire. Ça nous permet de rendre la divergence finie. Cette procédure a plusieurs étapes compliquées, mais l'étape la plus compliquée, c'est sûrement la régularisation. Si vous avez des problèmes de régularisation, vous n'êtes pas le seul. Personnellement, je recommande les muffins au son. Mais OK, ça c'est bon une fois qu'on a fait la régularisation et tout ça, mais vraiment, il faut rajouter à ça la gravité quantique, bien sûr. Fait que tu lances un électron à droite, tu lances un électron à gauche, il se passe la même affaire des deux côtés, c'est ça qui est pas normal, right? Ben, c'est ça, parce que ton Hamiltonien d'interaction, lui, il est invariant sur rotation. Donc, dans ce cas-là, tu as une mesure spontanée de symétrie. Fait que tu disais quoi à propos du potentiel? Ok, ben, imagine un potentiel dans un espace des champs quantiques où les champs décrivent tes particules. Quand tu es dans un minimum d'énergie partout dans l'espace-temps, ça, on va appeler ça le vide. Puis, les quantas d'excitation du champ par rapport à ce vide-là, ça va être tes particules, dont la fréquence d'oscillation va déterminer leur masse. Ok, donc je peux voir ça un peu comme les oscillations d'un oscillateur harmonique, le mode propre d'un oscillateur harmonique. Ben ouais, c'est pas mal ça. Sauf qu'en général, on va considérer plusieurs états de vide. Donc 2, 10 ou même n états de vide. Mais même à n états de vide, ça reste des symétries discrètes. Tout ce qu'on veut considérer, ça serait des symétries continues. Bon, je te donne un exemple, le fameux potentiel en chapeau mexicain. Ben là, tu vas avoir une infinité de vides parce que tu as une invariance sur rotation dans ton espace des champs. Fait que là, imagine que je choisis un de mes vides, puis que je veux étudier les excitations par rapport à ce vide-là. Clairement, en direction radiale, ben, ça va coûter de l'énergie, puis ça, c'est tes bosons de Higgs. Mais dans la direction azimutale, ça va être comme moins cher parce que tu te promènes sur une équipotentielle, ça fait que la masse de tes particules est nulle. Puis à chaque fois qu'on a un processus comme ça, que quand je choisis mon état de vide, je brise une symétrie continue, ben il va apparaître des bosons sans masse. Puis ça, c'est un résultat commun, c'est le théorème de Goldstone. Ok, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un mécanisme de Higgs? Ben, j'y arrive, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bosons qui médient les forces qu'on connaît, c'est des bosons de jauge. Mais parce qu'on veut l'invariance de jauge, il faudrait qu'il y ait une masse nulle. La prémisse pour le mécanisme de Higgs, c'est qu'on le sait que les bosons W et Z, ils ont une masse non nulle. Donc, pour pallier à ça, on postule l'existence d'un champ scalaire, le champ de Higgs, tel qu'on va former des bosons de grosse onde. Ok? Puis là, la magie du mécanisme de Higgs, c'est qu'au lieu d'avoir mes degrés de liberté qui sont mon boson de jauge sans masse, puis mon boson sans masse qui vient d'être résolu spontané d'une symétrie, je peux dire non, c'est pas un boson sans masse qui vient d'être résolu spontané d'une symétrie, ce degré de liberté-là, c'est la masse de mon boson de jauge. Autrement dit, là, c'est comme si le boson de jauge, c'est un Pac-Man, puis avec les boules de Higgs, il devient capable de manger les bosons de grosse onde. Puis après ça, il devient gros. Je pense que j'ai pas compris ta métaphore. Louis-André Hamel, il nous a dit qu'on pouvait passer à travers le pôle.
Bon, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer la réunion d'aujourd'hui. Là, je sais que vous vivez beaucoup de stress en ce moment, puis ça va probablement être difficile pour vous de parler de vos difficultés, mais ça va vous faire du bien. Alors, je vous invite à vous ouvrir au groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer? Moi, Vas-y, on t'écoute. je suis pas capable de traîner mes signes moins quand je les lis. En mécanique quantique, quand je calcule les probabilités de transition, j'obtiens toujours des nombres complexes. J'ai l'impression que la réalité s'effondre. Moi, je sais toujours pas ce que ça veut dire, objectif. Moi, quand il faut que je fasse des séries de télé, je vais chercher sur Wikipédia. Moi, quand je regarde un schéma qui est réaliste un peu, je comprends pas. Faut que ce soit idéalisé. Ouais. 2 fois sur 3, mes transformations de Lorentz, ils contractent le temps puis ils dilatent l'espace. Moi, en thermo, là, je comprends tous les calculs, là. Mais j'ai jamais compris c'était quoi la température. Moi, depuis des années, quand je ferai le devoir, j'utilise la méthode de l'escalier. Puis toi? C'est pas trop l'air d'aller. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nous? Moi, là, des fois... Je suis en vacances, j'ai fini ma mi-session, puis j'ai torché mon dernier intra. Toi, t'es parti encore plus tôt que moi, ça a bien été? Moi, j'ai fait une faute dans le nom du prof, puis il y avait 40 points dans la question que je m'étais dit qu'il allait pas avoir l'examen, c'est ben trop tough. Puis quand je suis arrivé au numéro 4, je savais pas quoi écrire, fait que j'ai pris peur puis je suis parti. Non. Le numéro 4, là, faut juste que tu utilises la règle d'or des fermiers. Ah, c'est à ça que ça sert, la règle d'or de fermier! Eh ben, check! Les belles données que j'ai fini par prendre pour le lab! J'ai trouvé pourquoi t'as tourné en rond pendant 60 heures la semaine passée. Pourquoi j'ai pas fait encore, là? La switch était à off. Ah, la switch! Comment, Ben? Première affaire que tu fais quand tu rentres dans un lab, là, check tes switches. Puis j'ai réussi à trouver qu'est-ce qui marchait pas dans ton code. C'est à la ligne 273, t'as mis un J à la place du point virgule. Non! Ok, ça suffit, là! Je suis tanné, j'en ai ma claque! C'est trop compliqué ce que j'essaie de faire, c'est juste trop compliqué! Fini les codes qui marchent pas! Fini les spectromètres de Cro-Magnon! Je suis tanné! Fini les cauchemars où je course des pleins inclinés en me faisant poursuivre par des cylindres infinis! Fini de faire de l'eczéma à chaque fois que j'entends le mot trivial! Fini de me mêler en pépiro, en K puis kappa, en Z majuscule, Z minuscule, Z script, Z prime, Z tilde, Z étoile, Z0, Z chapeau puis l'impédance! Bazois, y a pas rien que ça, Z, dans l'alphabet! Ma vie académique est une lente noyade dans un fluide très très visqueux. Ma seule bouée est une toupie rigide que je n'essaie plus d'atteindre. Wolfram n'a pas de solution pour mes états d'âme. Salut Ben! Ça va? On va te prendre un 43. T'es sûr? Ouais. Tu sais que légalement, je suis obligé de t'offrir de la psychologie. Es-tu vraiment sûr? Ma décision est finale! Donne-moi mon 43. Je t'aimais bien. Qu'on apporte la tasse!